Les agriculteurs, c'est eux qui nous font manger. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour parce que c'est pas un métier, c'est une vocation, agriculteur. On est d'accord. C'est une vocation. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de. Non, mais c'est vrai ça. Il n'y a pas de vacances. Les agriculteurs, ils n'ont pas de vacances. Adrien Matou. Non, mais c'est vrai. Ils ont que des charges. Ils ont des salaires qui sont souvent dérisoires. Enfin, ils ont des contraintes terribles. Ils sont victimes du phénomène. Qu'on peut comparer, on en parlera avec les salariés de la SNCF. Non, attendez, alors je suis désolée. Vous comparez les agriculteurs avec les salariés de la SNCF ? Ah, mais c'est. Alors, déjà, au niveau vacances, c'est pas la même. Non, mais je constate cette. On est d'accord sur les deux sujets qui nous occupent. De faire les mauvais bloqueurs et les bons bloqueurs. Mais de fait, là, c'est vraiment. Parce que moi, Noël, ça me rend dingue, Adrien Matou. Il y a des choses auxquelles on ne devrait pas toucher. Les fêtes de fin d'année, où les familles se retrouvent. Je vous fais ma réponse maintenant sur ce point-là. C'est le principe du rapport de force et de la grève. C'est que généralement, quand on fait grève à la SNCF, effectivement, on ne fait pas dans un moment où personne prend le train. Donc on essaie de faire une grève qui a le maximum d'impact, et c'est un moyen de pression, c'est la base. C'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs, je note que M. Legras vous a pas répondu tout à fait clairement, les agriculteurs, et c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait bien joué de leur part, feront monter le rapport de force, et si ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, peut-être qu'ils feront des blocages extrêmement embêtants. Alors là, c'est pas. Oui, mais vous avez entendu Patrick Legras, il s'excuse. Et c'est le 15 novembre, c'est pas le 11 décembre. Vous voyez la différence ? Parce que moi, je la vois. On verra. Non, mais Est-ce que vous comprenez ? Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs d'Europe 1 qui partagent. Ça, j'en suis persuadé. Bon. Non, mais je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec cette volonté de faire le tri. Donc vous trouvez normal que les syndicats de la SNCF, tous les ans, à la période de Noël, lancent un préavis de grève illimité. Alors justement, c'était mon premier point, je voulais commencer par là. Je ne soutiens pas les grèves de la SNCF par principe. C'est pas le principe de la grève, et je pense d'ailleurs que le fait de faire une grève chaque année depuis 1947 a fait beaucoup de mal à la SNCF. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde le motif de la grève, je regarde les raisons de la grève. Et cette grève-là, je suis totalement d'accord avec son principe. Et ce qui se passe, on y vient du coup, c'est qu'on fait la même erreur funeste qu'on a fait avec EDF. On est en train de la reproduire avec la SNCF, c'est-à-dire qu'au nom du principe de l'Union européenne de concurrence libre et non faussée, on démantèle des monopoles publics qui marchaient extrêmement bien. Ça marchait extrêmement bien pour l'électricité, ça marchait extrêmement bien pour le ferroviaire. On considère que l'État n'a pas à avoir le monopole. Il faut renationaliser la SNCF. Il faut refaire de la SNCF un grand service public ferroviaire. Les pays qui ont privatisé, comme l'Angleterre et l'Allemagne, savent que c'est une catastrophe et sont en train de revenir là-dessus. Ce qu'on est en train de faire avec Fret SNCF, c'est qu'on accuse l'État, l'Union européenne accuse l'État d'avoir subventionné Fret SNCF, et donc l'oblige à être découpé en de multiples morceaux, et oblige la Fret SNCF à confier à des opérateurs privés, voire étrangers, les parties les plus lucratives de son fonctionnement. C'est exactement ce qu'on a fait avec EDF. C'est une catastrophe, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord, Adrien Matou, sur le fond, ils ont raison. Eh ben, amen alors. Non mais d'accord, amen, mais pardon, mais amen, mais pas pendant les fêtes de fin d'année. Charlotte Dornelas dit quelque chose. Non mais je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Adrien, c'est-à-dire que le vrai problème, et d'ailleurs ça transparaît dans votre question, c'est pourquoi à chaque fois les fêtes de fin d'année. Et en effet, mais c'est pas tous les ans la même raison. Donc il y a des raisons valables et des raisons qui ne le sont absolument pas. C'est ce que j'ai dit. Mais oui, je reformule. C'est simplement ça. Et donc en effet là, quand on apprend, alors pour l'instant ça n'est que le 11 décembre, donc peut-être que le rapport de force va suffisamment fonctionner pour que ça s'arrête avant le 25, on peut l'espérer. Peut-être que vous mettrez la pression sur le gouvernement pour qu'ils accèdent aux demandes des cheminots. Exactement, mais c'est vrai que c'est vrai que en ce sens, la question du rapport de force, même dans les dossiers qui sont faits, cette injonction, en l'occurrence européenne, sur le gouvernement français, rappelle. Et votre invité vous le disait précisément, que certaines injonctions contre lesquelles le gouvernement français n'a pas l'air de vouloir se battre ont des conséquences dramatiques. Et c'est vrai à la SNCF, c'est vrai pour les agriculteurs et c'est vrai pour beaucoup d'autres Français aussi. Et ça, je pense qu'il peut y avoir une entente sur ce point-là. Donc évidemment, la grève de toute façon, c'est toujours, et là, Monsieur Legras n'avait pas tort, c'est jamais le bon moment non plus, parce que vous pouvez avoir besoin de prendre le train, même quand il y a moins de gens dans le train et même quand c'est pas Noël, vous pouvez avoir besoin de le prendre. Mais simplement, à l'approche de Noël, ce qui rend fou, c'est que c'est tous les ans.
Mais cette année, mais ça doit pas nous empêcher de voir différemment, on va dire, les raisons de la grève. Et il se trouve que cette année, elle est plus légitime que d'autres moments. Tous les syndicats, de la CFDT à Sudrail. On a bien compris, mais vous avez raison. Dans un instant, on va continuer d'en parler, d'autant plus que les agriculteurs dans le secteur aérien, il pourrait y avoir aussi des grèves. On va parler de ces mouvements qui se profilent d'ici la fin de l'année. On va parler aussi de ce match France-Israël jeudi, parce que ça va être un temps fort de la semaine, je peux vous dire. 4000 policiers et gendarmes, on a revu déjà à la hausse les effectifs de sécurité. On va en reparler dans un instant avec Charlotte Dornelas, avec Adrien Matou. Il est 20h28 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous étions en train de parler avec Charlotte Dornelas, avec Adrien Matou, de la grève à la SNCF à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors, moi je le dis, je suis très en colère, c'est la date qui me... Évidemment, sur le fond, je comprends très bien les raisons de la mobilisation, je trouve ça pénible que tous les ans ce soit la même mayonnaise, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent la même chose. Je voudrais qu'on écoute, avant de revenir sur ce sujet, le leader de Sudrail. Votre ami Adrien Matou. C'est malhonnête. Fabien Villedieu. Premier avertissement et dernier avertissement le 21 novembre. On a, après une vingtaine de jours avant le début de la grève du 11 décembre, donc on a quasiment plus d'un mois et demi pour commencer à discuter sérieusement de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'effectivement on liquiderait la SNCF? Est-ce qu'effectivement on fait basculer plus de 5000 collègues dans des filiales de droit privé qui ne connaissent même pas leurs droits sociaux? Parce que je rappelle quand même que dans ces filiales, les droits sociaux ne sont pas écrits. Ils ne savent même pas à quelle sauce ils vont être mangés à partir du 1er janvier. Donc on a un mois et demi pour discuter de tout ça. C'est largement le temps de trouver des solutions. Donc premier avertissement le 21 et grève reconductible à partir du 11 décembre. Ça nous laisse le temps de discuter. Ouais, ils sont quand même pas très à l'aise, Adrien Matou. Ils te disent bien, oui, il y a déjà un mois de négociations avant cette grève reconductible à partir du 11 décembre. Je pense qu'ils ont conscience de l'enjeu d'image et que, effectivement, s'ils veulent gagner non pas seulement la bataille de la grève, mais la bataille de l'opinion, il faut effectivement pas se mettre trop de gens à dos. Et voilà, les grèves de la SNCF ont ceci de particulier qu'elles touchent les usagers, parfois au moment des vacances de Noël. Moi, j'ai toujours pensé que ça pourrait être une très belle opération de com de la part des syndicats, notamment des contrôleurs, par exemple. Alors, peut-être que ça pourrait leur occasionner des problèmes, mais de dire, on travaille à Noël ou alors on arrête de faire des contrôles. On contrôle pas les billets à Noël. Voilà, ce genre de truc. Ouais, c'est bien ça. Non, mais voilà, je pense qu'il faut qu'ils aient. Et moi, voilà, je dis encore, je les soutiens dans leur combat sur le fond pour SNCF Fret et son démantèlement. Pour le combat contre son démantèlement. Je pense qu'il faut qu'ils aient à l'esprit le fait qu'ils se battent pas seulement pour leurs collègues cheminots et leur statut social, mais également pour le service public ferroviaire, et que ça implique d'emmener l'opinion avec eux. Voilà, j'aimerais que les syndicats de la SNCF aient conscience de ça. Je pense que c'est le cas pour une partie d'entre eux, en tout cas. Ouais. Alors Charlotte Dornelas. Non, mais c'est exactement ça, là, dans ce qu'on vient d'entendre. Il faut qu'il y ait tout le dossier complet, parce que là, il va falloir faire un effort de pédagogie, comme dirait. Non, mais je déteste ce mot-là, ça m'exaspère à chaque fois, parce qu'à chaque fois j'ai envie de leur répondre, non, merci, on a compris, on n'est juste pas d'accord. Mais là, c'est compliqué, quand même. Mais là, en l'occurrence, c'est un sujet un peu compliqué qui nécessite simplement d'être abordé, et parce que l'autre caractéristique des grèves SNCF, c'est qu'elles sont relativement récurrentes, et pour des motifs souvent catégoriels, et donc là, ce qui va se passer, comme d'habitude, les gens vont dire, c'est encore pour, je sais pas, tel ou tel avantage, et il va falloir réussir à expliquer que non, cette fois-ci, ça n'est pas ça, et donc il faudrait pas expliquer que c'est simplement en effet les droits de tel ou tel au sein de la SNCF. Le dossier est beaucoup plus large que ça, il est par ailleurs beaucoup plus intéressant que ça, et il porte en lui beaucoup plus de questions politiques que ça, notamment celle, et là il y a une majorité de Français qui seront d'accord sur ce point, notamment celle, et d'ailleurs c'est un peu le problème même de la grève elle-même et de la réponse à la grève qu'il peut y avoir, c'est que là en l'occurrence la grève elle va peser sur les Français et l'idée c'est par la colère éventuelle que ça génère chez les Français, de faire pression sur le gouvernement. Mais le problème, c'est que c'est même pas le gouvernement qui est directement l'interlocuteur de cette décision, c'est au niveau de l'Union européenne. Quand on parle en permanence de la fuite du pouvoir politique en France, là on en a un exemple absolument parfait. Et donc comme la majorité des Français sont d'accord avec le problème justement de la perte de souveraineté que représente la perte de pouvoir et la fuite de la décision ailleurs que entre les mains des politiques français, et là on a un exemple extrêmement typique. Alors il faut qu'on arrive tous
à passer outre notre énervement sur les grèves SNCF, parce que je le partage, et à la veille de Noël, de la même manière que vous. Simplement, en l'occurrence, il faut tous qu'on arrive à se dire, comme d'habitude, il faut voir quelles sont les raisons de la grève. Certaines sont absolument illégitimes. Là, en l'occurrence, on a un dossier qui pourrait rassembler un nombre très conséquent, voire majoritaire de Français. Adrien Matou, on va perdre notre fret. Non mais c'est ça. Ah oui, enfin c'est déjà le mais cas. Non mais c'est quand même dingue. Je pensais. On a déjà perdu notre fret en réalité. Oui. Si vous regardez, seulement 10% du fret de marchandises en France, c'est le ferroviaire, c'est 18% en Allemagne par exemple. Et c'est pour ça qu'il y a autant de camions sur la route. C'est pour ça que voilà, ce qui en plus est un non-sens écologique absolu. Mais c'est exactement ça. On nous dit prenez le train. Donc voilà, effectivement, on perd notre fret, donc ça ne va pas. Les marchandises ne prennent pas le train. Nous, on vous dit prenez le train, ça coûte un bras. Moi, je sais pas comment font les familles. Je vous dis tout de suite. Bien sûr. Ouais. Non mais je reviens à mon histoire de Paris-Lyon. J'ai tapé sur internet Paris-Lyon. Non mais un aller-retour Paris-Lyon. 21 décembre, 28 décembre, 200 euros. Et vous savez par que ça, personne, sans carte. Bon, mais tout le monde ne prend pas le train tous les mois. Mais vous savez que ça, c'est l'effet de ce qui est devenu la SNCF. C'est-à-dire que la SNCF, quand c'était encore un vrai service public ferroviaire, il y avait le prix kilomètre. Donc, c'est-à-dire que chaque kilomètre, peu importe où en France, coûtait le même prix. Et les billets étaient calculés selon cette méthode. La SNCF a adopté des méthodes inspirées du privé pour ajuster ses prix en fonction de la période, en fonction de la rentabilité du train. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à payer extrêmement cher des billets à certaines périodes où il y a beaucoup de demandes. Et là se pose le problème de la concurrence, du coup, parce que c'est les méthodes du privé sans la concurrence. Donc là, bien sûr. Mais c'est vrai que la situation industrielle de la France est quand même un peu préoccupante. Là, je vois le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui s'attend à de nouvelles annonces de fermeture de sites industriels en France dans les semaines et les mois qui viennent. Ça veut dire ça des suppressions et des milliers de suppressions d'emplois. Après, effectivement, Doliprane, c'était, je sais plus, c'était une filiale de Sanofi, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est une filiale de Sanofi. Michelin également. Et là, le ministre de l'Industrie dit effectivement qu'il y aura encore des milliers d'emplois supprimés dans les mois et les semaines à venir. Ça, c'est terrible. Désindustrialisation de la France. C'est pas nouveau, mais pour en revenir à la SNCF et même faire le lien avec la désindustrialisation, là on touche vraiment aux dogmes de l'Union européenne les plus absurdes. C'est-à-dire que l'Union européenne a décidé de se construire sur le principe de la concurrence et de l'imposer même dans des domaines où elle n'a pas beaucoup de sens, parce que le domaine ferroviaire, c'est un domaine qui exige de grands investissements en capital et donc pas forcément une rentabilité immédiate. C'est comme pour l'électricité. Donc on a des grandes entreprises publiques comme SNCF et EDF qui font de grands investissements, et ensuite on essaie de les découper de manière complètement artificielle et de les obliger à subventionner artificiellement des concurrents. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce dossier de fret SNCF? C'est l'argent que la SNCF, et donc l'argent des contribuables français, l'argent qui a été utilisé, l'argent public, pour investir dans le fret ferroviaire, l'Union européenne va contraindre à ce qu'il soit dépensé pour aider des concurrents privés, voire des concurrents étrangers comme la Deutsche Bahn. C'est quand même un non-sens absolu, cette histoire. Non, mais je comprends. On est encore une fois d'accord tous dans ce studio. On comprend sur le fond, voilà, pas sur la forme. C'est toujours un peu la même histoire, voilà. C'est tout, parce que du coup, parce que des fois on n'est pas d'accord sur le fond. Adrien. Oui, c'est vrai. Là, parfois on n'est pas d'accord sur le fond. Quand même sur le fait que cette histoire mais là, pose question. D'ailleurs, les syndicats se sont tous mis d'accord. Enfin, je veux dire, c'est rare, ça aussi. On est d'accord, Adrien Matou, la SNCF, il y en a toujours certains qui veulent faire grève. On sait que Sudrail et CGT sont plus radicaux que la CFDT, par exemple. Exactement. Et là, ils sont tous d'accord. Donc voilà, on est bien d'accord sur le fond, mais pas sur la forme, d'autant plus que voilà, c'est vrai que quand on voit ces annonces du ministre de l'économie, on se dit qu'on va vers des mois et des semaines un peu difficiles. Donc on parle éventuellement d'un mouvement dans la fonction publique, les agriculteurs sont en colère. Là, il va y encore avoir des milliers de suppressions de postes. C'est pas très réjouissant. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des mouvements sociaux. Est-ce qu'on peut s'y attendre ou vous voyez les choses comment? C'est un peu compliqué, je vous demande pas d'avoir une boule de cristal, mais c'est vrai que au-delà de s'y attendre, il y en a déjà beaucoup qui l'ont annoncé, donc ça, il n'y a pas besoin de boule de cristal, on le sait. À ceux que vous avez cités, il y a évidemment, même dans le secteur privé, il y en a plusieurs, vous en avez cité certains. Il y a le secteur aérien, je voyais juste avant de venir qu'il y a les biologistes médicaux qui menacent aussi de se mettre en grève et donc de fermer les laboratoires en raison des tarifs, en l'occurrence, qui leur sont imposés. Donc il y a un mécontentement, mais c'est-à-dire qu'à force de... alors on a un gouvernement, ce qui est pas nouveau, c'est la désindustrialisation. Ce qui est nouveau, c'est que ce gouvernement nous annonce qu'il va y avoir des fermetures d'emplois, puisqu'il nous annonce depuis 2 ans que tout va bien et qu'on réindustrialise à tour de bras. La réalité est un petit peu plus compliquée que ça, apparemment. Et le ministre l'a découvert à ses dépens en passant 10 minutes sur place, en allant voir les gens chez Michelin.
Mais on a énormément de sujets qui s'additionnent les uns aux autres sur toutes ces questions-là. Enfin, c'est difficile là, de comparer des dossiers qui sont pas forcément comparables. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, le gouvernement va avoir fort à faire en tout cas, hein, parce que. Mais ça fait combien d'années qu'on dit attention, la crise sociale arrive, attention, la crise sociale arrive. Sur les agriculteurs, c'était pareil. Les policiers, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a énormément de crises qui ne sont pas comparables sur le fond des dossiers. Mais on vous explique pendant des années, attention, ça va mal finir. Et puis le moment où ça commence à mal finir, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive ? On le sait. Alors on a Emmanuel Macron. Là, je fais un parallèle qui va sembler peut-être un peu abusif, mais que je maintiens. Souvenez-vous, juste après les émeutes, Emmanuel Macron nous dit mais qui aurait pu voir venir ça ? Qui aurait pu prédire ? Qui aurait pu prédire, voilà. Bon, qui aurait pu prédire les émeutes ? On avait tous envie de lui dire, mais vous plaisantez. Vous plaisantez, en fait, parce que ça fait des années qu'on vous explique que ça va arriver. C'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. Et malheureusement, dans toute cette phrase, il y avait l'espèce d'inconsistance politique complètement dingue par rapport à la réalité et à la souffrance qu'il y a derrière la réalité. C'est pas simplement une question de chiffres, d'emplois, de chiffres et de tableaux Excel et de nombre d'emplois en cours. Donc là, encore une fois, qui pouvait prédire ? Beaucoup de gens, en fait. Oui, beaucoup de gens et peut-être les politiques refusent de voir Adrien Matou. Ou alors ils mettent la poussière sous le tapis. Ce qui est compliqué, c'est que selon moi, toutes ces crises, même si elles sont diverses, sont quand même liées à la faillite, globalement, du modèle économique que nos élites défendent depuis 30 à 40 ans, qui est le modèle du tout mondialisé, du tout libéral, de l'absence totale de frontières et de la concurrence généralisée à l'échelle du monde. L'Europe est la dernière zone dans le monde à croire encore à ce modèle, visiblement. Les États-Unis en reviennent. L'élection de Trump a donné une nouvelle preuve. Il faut s'armer, il faut revenir à des frontières, il faut revenir à une intervention de l'État dans l'économie, pas pour faire des pays des petits paradis communistes, mais juste pour soutenir les activités et relocaliser au maximum. Et le truc, c'est qu'on a encore en France la classe politique qui a soutenu le modèle en train de mourir, elle est toujours aux manettes. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Ils peuvent pas renier ce qu'ils ont défendu depuis 30 ans. À changer de modèle. On va parler dans un instant de ce match France-Israël. 4000 policiers et gendarmes donc mobilisés. Le dispositif de sécurité a été renforcé. Il y a 2 ou 3 tweets dont je voudrais vous faire part, sur lesquels vous allez certainement réagir. Tout ça en marge de ce match, France-Israël et d'Amsterdam. Donc il y a quelques jours, Charlotte Dornelas, Adrien Matou, vous restez dans ce studio. Il est 20h44 sur Europe 1.